Salut. Si notre société moderne et civilisée venait à s'effondrer suite à un cataclysme, ou tout simplement à cause de la cupidité des hommes, le monde tel que tu le connais deviendrait une jungle remplie de dangers mortels et un tombeau pour des millions de personnes qui ne se seraient pas préparées à cet avenir funeste. C'est pour ça que dans ce mini-cours, je vais te donner 14 conseils vitaux pour t'aider à survivre dans un monde post-apocalyptique, Moussaï. Si notre société moderne s'écroulait, que cela soit demain, dans 10 ans ou jamais, dans tous les cas, si ça arrivait, ça aurait des conséquences dramatiques sur notre vie pépère à base de métro, boulot, dodo. Aujourd'hui, on n'a pas à s'emmerder à trouver des sources d'eau potable, ni de la bouffe comestible, ni à se protéger des bêtes sauvages ou des bandits. Mais dans un monde post-apocalyptique, si. Déjà, si tu veux survivre, mon petit gars ou ma petite meuf, c'est déjà de te préparer à la catastrophe. Déjà, si un monde comme ça se réalise, la première chose qui va morfler, c'est l'argent. Tu sais, l'argent, ça n'est qu'un bout de papier ou des lignes de code sur un ordinateur, rien de plus. Et si l'État s'effondre comme un château de cartes, l'argent n'aura plus la moindre valeur. Tu pourras alors tout torcher les fesses tranquillement avec tes billets de 500 €, au moins ils te serviront encore un peu à quelque chose. Donc mon premier conseil, c'est de dépenser ton argent avant qu'il ne soit trop tard. En l'occurrence, dès que tu vois que l'État commence à se battre en couille. Les premiers jours, lorsque les gens vont se rendre compte que le système est en train de s'effondrer, ils vont tous avoir la même super idée en tête. Se ruer dans les supermarchés et acheter le maximum de provisions. Voire voler si la situation est vraiment très critique. Et j'ai envie de dire à ces gens-là, c'est très bien, mais c'est trop tard. Fallait s'y prendre un peu avant quand même, parce que là vous êtes dans la merde. C'est déjà arrivé dans des pays qui ont passé des crises internes très graves et il n'a pas fallu plus de quelques jours pour que tous les super et les hypermarchés du coin soient totalement dévalisés jusqu'à la dernière boîte de couches culottes. Et tant que la sécurité et les voies de transport n'étaient pas rétablies par l'État, eh bien, les magasins, tout était laissé dans l'abandon le plus total. Je sais pas, pour pas crever de faim peut-être. Écoute, si le système s'effondre, tous les magasins seront mis à sac, et pas que les supermarchés. Il y aura de la nourriture nulle part en ville. Et donc, Robert et sa famille de morveux, ne s'étant pas du tout préparés, seront obligés d'abandonner leur petit appartement pour la campagne, essayant de trouver de la nourriture et de l'eau au petit bonheur la chance sur leur chemin, et de mendier les paysans et les villages autonomes du coin. Mais comme il y aura des millions de gens dans le même cas que Robert, il y aura un nombre incalculable de gens qui vont ni plus ni moins mourir de faim ou de soif. Mon deuxième conseil est donc d'avoir une maison à la campagne avec un terrain. Un terrain qui servira à faire un potager et à élever des animaux comme des poulets ou de délicieux lapins. C'est quand même l'idéal, puisque si notre système malheureusement ne repart jamais comme avant, eh bien tu pourras y vivre pour le restant de tes jours. On est bien là. Mais si ça n'est pas faisable pour toi, un appartement en ville avec de grandes réserves d'eau et de nourriture est possible. Mais le bémol est qu'il faudra tôt ou tard te résoudre à le quitter, ton appartement, puisque les réserves de nourriture ne sont pas éternelles. Le mauvais côté est que si tu le quittes, tu seras alors très vulnérable. Mais le bon côté, c'est que si tu le quittes, disons, 1 an après la chute du système, la plupart des gens seront morts. Oui, ça, c'est une bonne nouvelle pour toi. Et donc, il y aura moins de concurrence pour trouver un refuge. Dans tous les cas, mon troisième conseil est que tu dois accumuler le maximum de bouffe comme un écureuil pour être autosuffisant pendant 1 an. Mais tu pourras pas tout acheter d'un coup, il faudra que tu t'y prennes plusieurs mois à l'avance. Et au niveau des aliments à stocker, du riz. Pour te donner une petite idée, si tu manges 60 grammes de riz par jour, ce qui correspond à une ration normale à un repas, pour en avoir assez pendant une année entière, il te faudra en stocker 22 kilos, ce qui correspond à un cube de 30 cm de côté, rempli à ras-bord. Du blé sous forme de farine et de pâtes, des légumineuses, si tu es végétarien ou que tu manques de viande et de poisson, ils pourront parfaitement les remplacer. Des graisses et des huiles pour la cuisson et l'assaisonnement, des fruits et des légumes, des viandes et des poissons,
Et puis des sels, des herbes, des gâteaux secs, etc. Tout ce que j'ai oublié, quoi. Mon quatrième conseil, tu dois t'en douter, c'est de n'acheter que des conserves et de la nourriture sèche. Ce qui est bien avec les conserves, c'est que hop là, tu les mets dans un endroit sec, à l'abri, et tu peux les conserver, comme son nom l'indique, pendant plusieurs années et sans problème. Par contre, laisse complètement tomber les surgelés, hein. Ils ne le seront plus très longtemps dans un congèle sans électricité. Après, si tu as une maison avec un terrain, tu peux compter à peu près 50 mètres carrés minimum de potager par personne, ce qui correspond à un carré de 7 x 7 mètres. Et il faut aussi que tu prévoies de la surface pour les animaux que tu vas élever. Oh non. Trouver à manger dans un monde post-apocalyptique n'est que le début de tes soucis. Tu en auras bien d'autres. Par exemple, si une personne normale peut survivre 2-3 semaines sans rien manger, et 2-3 mois si elle est bien grasse, en revanche, on meurt tous en 3 jours sans boire. Et s'il n'y a plus d'électricité, les turbines qui propulsent l'eau potable dans les canalisations jusqu'aux immeubles vont s'arrêter. Tu peux alors compter quelques jours avant que plus une seule goutte d'eau ne sorte de ton robinet. S'il te prenait par exemple envie de te faire couler un bon bain moussant pendant que les gens s'entretuent dehors. Plein le cul de toutes ces conneries. Tu sais sans doute qu'on a besoin de boire 1,5 litre d'eau ou de liquide par jour. Donc mon cinquième conseil, surtout si tu habites dans un appartement, c'est d'acheter plusieurs bidons type jerrycan de 20 litres et de les remplir d'eau du robinet. Et tu y ajoutes 2-3 gouttes d'eau de javel par litre pour empêcher les bactéries de se développer. Comme ça, l'eau restera potable pendant 1 an sans souci. Et t'inquiète pas, hein, tu vas pas crever si tu bois un peu d'eau de javel. Elle est extrêmement diluée. En revanche, sans eau de javel, si tu bois une eau bourrée de micro-organismes, c'est-à-dire tout un tas de petites choses microscopiques très sympas comme les virus, les bactéries, les parasites, tu as de fortes chances de tomber malade. Et tu sais, hein, la maladie dans un monde post-apocalyptique sans médecin, c'est un peu angoissant, hein. Disons que t'as une chance sur 2 de rejoindre le petit Jésus, quoi. Hello, my brother. De manière générale, l'eau est un véritable problème puisqu'elle prend beaucoup de place. Et même si on admettait que tu réduisais ta consommation pour ne consommer que 10 litres d'eau par jour, comme un Africain, au lieu des 150 litres d'eau habituels, 150 litres d'eau potable. Par exemple, 1,5 litre pour boire, 2,5 litres pour la cuisson de la bouffe, et les 6 litres restants pour ton hygiène. Cela te fait quand même par personne par an 4000 litres d'eau, soit 200 jerrycans. Dans un appartement, c'est impossible de stocker autant. Mon 6e conseil pour y remédier, c'est donc de sortir de temps en temps pour remplir tes jerrycans au fleuve de ta ville ou dans des cuves qui se remplissent avec l'eau de pluie au sommet de ton immeuble par exemple. Maintenant, cette eau, elle n'est pas encore potable. Si tu veux pas tomber bêtement malade et finir les 4 fers en l'air en la buvant, mon 7e conseil est de purifier l'eau, et cela se fait en 2 étapes. Virer les grosses impuretés, puis tuer les micro-organismes. Pour les grosses impuretés, ce sont toutes les saloperies visibles à l'œil nu. Algues, brindilles, capotes usagées. Pour t'en débarrasser, fais passer ton eau à travers un filtre, par exemple un t-shirt ou une serviette. Ensuite, il faut s'occuper de la petite gueule des micro-organismes qui grouillent dans l'eau, mais qui sont invisibles à l'œil nu. Pour leur faire la peau, je vais te donner 3 techniques. Première technique, tu mets 2-3 gouttes d'eau de javel par litre d'eau, tu remues le tout et hop, elle devient potable. Tu peux aussi acheter des pastilles purificatrices dans le commerce qui ont les mêmes effets. Deuxième technique, tu fais bouillir ton eau pendant 1 minute, ce qui va la rendre stérile et tuer tous les micro-organismes. Et troisième technique, si le temps n'est pas trop nuageux, tu laisses tout simplement ton eau à l'air libre pendant une journée. Les rayons ultraviolets du soleil ont en effet la particularité de détruire l'ADN des virus, bactéries et parasites, et donc de les tuer. Ce sont ces mêmes rayons qui sont d'ailleurs responsables du bronzage. Et si notre système s'écroule, il faut savoir que la médecine va revenir au Moyen-Âge, et les gens vont tomber comme des mouches à la moindre maladie. Donc mon 8e conseil, c'est d'éviter de te blesser, et si tu te blesses, de soigner très rapidement la blessure pour éviter qu'elle s'infecte, et de ne rien consommer qui ait l'air douteux. Ce serait quand même un peu con de mourir après avoir bouffé un vieil hamburger tout pourri. De toute façon, sans électricité, il y aura énormément de choses qui vont régresser et disparaître. Tous les appareils ménagers, capoute. Télé, ordi, machin, truc, ce sera fini tout ça. Et les villes seront plongées dans les ténèbres à la nuit tombée. Il n'y aura plus de chauffage non plus, qu'il soit à l'électricité, à l'eau chaude ou au gaz, puisqu'il n'y aura plus les moyens pour s'en charger.
Mon 9e conseil, si tu habites dans un appartement, c'est donc d'acheter une énorme quantité de bougies, ainsi que des piles, et des batteries si tu veux stocker l'énergie électrique que tu aurais produite. En effet, si tu as quand même l'espoir de continuer à faire fonctionner quelques appareils, il pourrait être intéressant d'investir dans un vélo dynamo. Un vélo dynamo, c'est un machin sur lequel tu pédales et qui te permet de produire de l'électricité grâce à ta force physique. Avec ce genre d'appareil, tu peux produire jusqu'à 100 watts en 1 heure de pédalage. Et pour te donner une idée, une lampe basse consommation comme celle-là consomme 7 Wh. Autrement dit, 7 watts au bout d'1 heure de fonctionnement. Un ordinateur portable MacBook consomme 60 Wh. Une console PlayStation 3 consomme 180 Wh. Un four à 200 degrés consomme 1000 Wh. Ce qui veut dire que si tu pédales comme un dératé pendant 10 heures, tu vas produire 1000 Wh. Et donc, tu seras capable de faire fonctionner ton four pendant 1 heure pour faire cuire ta tarte au lardon. Oui, je sais, c'est une maigre consolation pour autant d'efforts. Si tu habites dans une maison, par contre, mon 10e conseil est d'acheter des panneaux solaires photovoltaïques et de les mettre sur ton toit. Sinon un vélo dynamo dans ton appartement. 1 mètre carré de panneaux solaires produit à peu près 100 Wh quand le temps est ensoleillé. Soit autant que toi quand tu pédales, ça fout les boules. Et 1 mètre carré de panneaux te revient actuellement à 500 € si on déduit les aides de l'État. Très important aussi, si tu veux pas finir dépecé comme un lapin et que tu comptes allumer les lumières chez toi la nuit, te la pète pas trop quand même, parce que n'oublie pas que les alentours et la ville dans laquelle tu es est plongée dans le noir. Donc mon 11e conseil est de bien fermer les volets et aussi de rembourrer tes fenêtres avec du carton et du papier journal pour empêcher le froid de s'engouffrer. Si les autres survivants voient de la lumière chez toi, ils vont se dire que ce mec a de la chance, donc qu'il est prévoyant, donc qu'il a certainement des provisions et de la bouffe, donc qu'on va pouvoir se le faire. Attends, tu permets que je rigole un petit coup? Bon, écoute Bob l'éponge, si l'État s'effondre, la police censée nous protéger va couler elle aussi. Et les interdictions imposées par la loi vont voler en éclats. Il ne restera alors plus qu'une seule loi, cette même loi qui est là depuis l'aube des temps. Il se trouve que lorsqu'un homme se rend compte que sa propre survie est en jeu, il est capable de faire des choses qu'il n'imaginait même pas. Et puis tu sais, il a toujours été beaucoup plus facile de voler le fruit du travail des autres que se crever le cul à le faire soi-même. Je vais te raconter une petite histoire. Retrouvons Robert et sa famille de morveux. Robert, avant d'abandonner son appartement, a pris soin d'emporter et de charger avec lui le vieux fusil de chasse de son père. Et alors que Robert et sa petite famille parcourent la campagne, ils finissent par s'arrêter dans une ferme dirigée par une communauté de babacools écolos avec leurs enfants. Cette ferme est géniale, ils ont d'énormes quantités de bouffe, de l'eau à profusion et même une petite éolienne pour produire de l'électricité. Les babacools très sympas acceptent de laisser Robert et sa famille dormir pour la nuit et de se restaurer. Mais ils le préviennent. « Hola, mon ami, la violence ne résout rien du tout. L'esprit est plus fort que les armes. Alors si tu veux rester ici, il faudra que tu te débarrasses de ton fusil. » Le lendemain, Robert, têtu comme un mulet et se sentant plus en sécurité avec son fusil, est obligé de reprendre la route avec sa famille. Quelques heures après son départ, un gang de motards armés débarque dans la ferme. Tous les habitants sont torturés puis tués, les femmes sont violées, les stocks sont pillés et la ferme est brûlée. Ce que je veux te faire comprendre, c'est que dans une situation post-apocalyptique, très rapidement, en plus des personnes seules et désespérées qui seront prêtes à toutes les folies pour pouvoir manger, des gangs armés et violents vont se spécialiser dans le pillage. Tu sais, moi je suis pas adepte de la violence et des armes, mais à un moment il faut quand même se retirer les doigts du cul et penser à sa survie. Donc mon ami, mon 12e conseil est que je dis oui à des babacools, mais à des babacools Armé. Et au niveau des armes à posséder, voilà ce que je te propose. Une arme n'est pas un jouet et doit être maniée avec précaution. Tant qu'il y aura un État et la police, ne jouez pas aux gangsters des bacs à sable. Donc la chose la plus simple et la moins chère à se procurer, c'est des bombes lacrymogènes. Ça s'utilise comme un déodorant et c'est très efficace si le mec est à 2-3 mètres de toi. On peut en acheter à l'unité à 10 € de manière tout à fait légale. Des arbalètes pour le côté Robin des Bois. Avec un peu d'entraînement, avec une arbalète de poing, tu peux toucher un mec à quelques dizaines de mètres et au bas mot le blesser gravement. Headshot, mort.
Seulement une arbalète est plutôt longue à recharger et assez encombrante. Là aussi c'est 100% légal de pouvoir en acheter. Le prix d'une arbalète de poing est vers les 100 €. Et puis évidemment, le must du must pour se protéger, ce sont bien sûr les vraies armes à feu. Elles sont chères, il faut compter 1000 € pour un flingue, sans compter les séances de tir et l'achat des balles. De plus, il faut un permis pour en acheter et il est interdit de se balader dans la rue avec. Et n'oublie pas aussi surtout que l'union fait la force. Si tu possèdes de grosses réserves et que tu es bien préparé, tu seras une proie d'autant plus appétissante pour les autres. Mon 13e conseil est donc de t'allier avec d'autres personnes. Car à plusieurs, on se défend mieux et on peut se spécialiser dans des choses que chacun sait le mieux faire. Et le soir, barricadé derrière ces murs, il y a quand même moyen de moins s'ennuyer. Surtout si ce sont des membres de sexe opposé. Par ailleurs, ne sors jamais seul, quelle que soit la raison. Ne fais pas comme ces gogols dans les films d'horreur qui disent « Salut les copains, on est dans un manoir franchement glauque, alors je propose qu'on se sépare et qu'on fait chacun des groupes de 1. Tu vois ce que je veux dire ?» Ouais, je vois tout à fait ce que tu veux dire. Mais vas-y, balade-toi à poil dans le manoir pendant que t'y es. Et pour finir, comme je parlais des soirées pour s'occuper, sache quand même que tu vas passer pas mal de temps inactif, surtout si tu es dans un appartement. Rester enfermé des mois entiers, ça a tendance à rendre les gens assez nerveux et foufous. Il faut qu'ils décompressent. Alors mon 14e et dernier conseil pour garder ta santé mentale est de prévoir beaucoup de livres. Et même si tu n'aimes pas lire, tu apprendras à aimer. Prévois des jeux de société, des feuilles de crayon pour écrire ta vie de survivant. Enfin, tout ce qui te permettra de passer le temps. Il y aurait encore des tonnes de choses à dire. Alors si le sujet te passionne, tu peux aller faire un tour sur le site de Survivalist. Les bougres ne parlent que de ça. Sinon voilà, j'espère qu'avec ce mini-cours, tu vas augmenter tes chances de survie si une couille se profilait à l'horizon. Et n'oublie pas que même s'il y a un côté rock'n'roll et un peu Robinson Crusoe avec les mots « survie post-apocalyptique », dans la réalité, si tu te retrouvais aux premières loges, en tant que survivant, tu aurais surtout la promesse de beaucoup de larmes et de souffrances. Voilà, c'est sur cette conclusion débordante de gaieté que je te laisse, et que je te dis à bientôt pour un prochain mini-cours ou une prochaine épopée.